Merci, M. le Président. Le Parti québécois a été la première formation politique à vouloir légiférer sur la laïcité. Avec le projet de loi 60, c'était une intention très claire de séparer le religieux de l'État. Et une été d'un contexte de gouvernement minoritaire, cette loi aurait été adoptée, on ne serait pas ici présentement, parce qu'elle serait inutile, cette loi. La loi que le Parti québécois proposait était plus cohérente, allait plus loin et faisait en sorte qu'on réglait pour une grande partie des questions qui s'adressent à nous aujourd'hui et permettait de prévoir pour l'avenir les différentes situations qui surgiraient en matière de pluralisme religieux. D'abord, quelques indications sur notre appréciation du projet de loi. C'est un projet de loi qui est légitime, c'est un projet de loi qui est nécessaire, c'est un projet de loi qui permet de prévoir l'évolution de la société québécoise. Le rôle des parlementaires, c'est notamment de prévoir. Et en ce sens, l'exercice qu'on fait nous permet non seulement d'avoir une vision actuelle de la situation qu'on retrouve au Québec en cette matière, mais également de prévoir l'avenir. Le gouvernement pose un geste législatif qu'il avait annoncé. Le Parti québécois aborde ce projet de loi avec de bonnes dispositions, avec le sens de la rigueur et de la cohérence qui le caractérise en cette matière. Et je suis convaincu que les débats qui ont lieu au Parti québécois font de notre formation politique la mieux préparée pour ces enjeux et pour indiquer également au gouvernement qu'on peut faire mieux avec ce projet de loi, qu'on peut faire plus, notamment avec la cohérence. Et lorsque je regarde le projet de loi, évidemment, d'entrée de jeu, il faut contrer un certain nombre d'arguments qui ne sont pas nouveaux et qui tendent à discréditer la démarche du gouvernement. Par exemple, lorsqu'on parle d'un vaste assentiment ou d'une unanimité souhaitée des parlementaires, je veux rappeler que, justement, dans la vie des nations, parce que je considère qu'on est une nation, pas une société distincte en ce qui nous concerne, dans la vie des nations, on peut prendre des décisions collectives, des décisions qui nous engagent, des décisions qui sont importantes. Lorsque le premier gouvernement de René Lévesque a adopté la Charte de la langue française en 1977, c'était une démarche nécessaire. C'était une loi nécessaire qui ne faisait pas l'unanimité. Il y a des parlementaires de l'Assemblée nationale, non seulement qui ont voté contre, mais qui ont combattu avec force René Lévesque et Camille Lorrain. Pourtant, plus de 40 ans plus tard, cette loi est toujours nécessaire. Elle permettait de prévoir l'évolution de la société québécoise. Que serait le Québec sans la Charte de la langue française? Alors, il est évident qu'il n'y aura pas d'unanimité autour de cette table. Mais le rôle qu'on veut jouer, c'est de s'assurer d'avoir la meilleure pièce législative possible pour les parlementaires qui ont envie à la fois de respecter l'intention législative du gouvernement et d'y contribuer pour améliorer la cohérence, l'application de la loi, faire en sorte qu'elle soit utile, que le Québec puisse aller le plus loin possible dans ses juridictions. D'ailleurs, le débat ne se terminera pas après l'adoption du projet de loi 21 parce qu'il sera adopté, le gouvernement est majoritaire. Il y aura des suites. Elles ne proviendront pas de l'Assemblée nationale. Certains voudront contester cette loi. Certains voudront substituer la volonté populaire des parlementaires par les tribunaux. Même un gouvernement d'une autre nation, le gouvernement canadien, a une appréciation très différente de la nécessité d'adopter une loi comme celle-ci. Alors, non seulement le gouvernement fera l'exercice jusqu'au bout, mais il réalisera assez rapidement les limites d'être une province. Aussi fier soit-il d'être nationaliste à l'intérieur du Canada, il va se rendre compte très rapidement que les volontés populaires exprimées par les parlementaires se heurteront aux prérogatives d'un autre État. Mais ça fera l'objet d'un autre débat. Donc, des lois nécessaires adoptées par les parlementaires, il y a quelque chose de rafraîchissant qu'une majorité puisse adopter une loi qui non seulement est soutenue par la population, mais est soutenue par une réalité implacable. Le Québec n'est pas totalement laïque. Il y a une neutralité de l'État, mais l'État, c'est beaucoup les gens qui le font. Les hommes et les femmes qui offrent des services, qui ont le privilège de faire partie de la fonction publique. Et il y a un principe fondamental qui doit être évoqué, c'est celui de la liberté de conscience. Et là, je vais parler spécifiquement de l'éducation, la liberté de conscience des enfants et de leurs parents. Pourquoi il faudrait accorder la primauté de la liberté de conscience aux enseignants et aux enseignantes? D'où vient ce retour du religieux? Pourquoi faudrait-il, maintenant, en 2019, accepter un retour du religieux dans les classes du Québec? Comment peut-on soutenir ça?
comment ça devient la valeur cardinale de certains. Des gens qui sont venus nous rencontrer pour nous dire que le religieux, c'est la priorité, avant même l'emploi. C'est tellement important qu'on ne devrait même pas évoquer ces choses-là. Le religieux dans l'espace public, parce que le religieux dans l'espace privé, puis à travers le culte, c'est permis, dans la rue, puis partout. Mais pour l'État, est-ce qu'on peut se donner des règles? Et un projet de loi, ça permet d'avoir des règles, les mêmes pour tout le monde. Alors, certaines religions sont plus visibles, d'autres non. Notre foi, on la porte d'abord en nous. Elle n'a pas besoin d'être démontrée, n'a pas besoin d'être affichée. Il y a des gens que ça heurte. Ça s'appelle la liberté de conscience. Donc, pour les enseignants et enseignantes, ça va s'appliquer. Pour les personnes en autorité, le débat a déjà été fait avec le rapport Bouchard-Taylor. On est d'accord avec ça. Il y a eu quelques modifications, notamment le gouvernement inclut dans son projet de loi une proposition que j'avais faite en janvier dernier, c'est les directeurs d'école. Je pense qu'il l'a bien fait parce qu'on réalise que c'est des personnes en autorité. Si on pousse plus loin, on pourrait réaliser que d'autres personnes sont significatives dans l'école et sont en autorité. Le gouvernement n'a pas ouvert là-dessus, mais l'exercice de l'étude par article nous permettra de voir qu'il y a des situations qu'on n'avait pas prévues. Donc, le projet de loi reprend des recommandations de Bouchard-Taylor, soit, reprend des attentes de la population et quelques éléments nouveaux, notamment président de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée nationale. Le rapport Bouchard-Taylor, qu'on a souvent cité comme étant, disons, le rapport étalon pour ces questions-là, bien, je lui accorde une importance relative, d'autant plus qu'un de ces deux commissaires a renié son propre rapport. Alors, finalement, peut-être que la pensée qui l'animait est celle qu'il exprime maintenant. L'objectif des commissaires était de bien traduire ce qui a été entendu, pas de traduire exactement la même pensée qu'ils avaient initialement dans un rapport final. Donc, écoutez les commissaires de la commission Bouchard-Taylor, soit, mais écoutez toutes les personnes qui ont des choses à dire, tous les experts, et trancher cette question-là. Et nous, on souhaite que cette loi soit adoptée dans les paramètres prévus de la session parlementaire. Alors, on va travailler avec rigueur, avec positivisme, avec le sens des responsabilités qui doit nous animer. Et ça implique de faire également des propositions d'amendement. Et j'en annonce déjà 2, M. le Président. Dans un grand sondage paru ce printemps, commandé par la Coalition Avenir Québec, on apprenait un appui important de la population québécoise à des mesures annoncées par le gouvernement dans sa loi. On retrouvait un élément qui aurait peut-être dû être enlevé avant de l'envoyer aux journalistes, c'est celui d'un appui de 67 % de la population québécoise à ce qu'on assujettisse les éducateurs et éducatrices en CPE à la loi. Pour les enseignants, c'est 69 %. Éducateurs et éducatrices en CPE, 67 %. Nous avions cette position bien avant le sondage, elle nous conforte. Les Québécois souhaitent qu'on assujettisse les éducateurs et éducatrices en service de garde et en CPE à la loi. Ce sera une de nos demandes. Comment peut-on considérer que les enseignants et enseignantes ont un rôle significatif, un rôle d'autorité dans la vie des jeunes du primaire et du secondaire, et de ne rien faire pour le préscolaire? Ça ne tient pas la route, c'est évident. On ne nous a pas encore donné d'explication là-dessus, sinon que ça serait plus compliqué à gérer. Bien, la liberté de conscience, elle est acquise ou pas? Il faut poser des gestes en conséquence, c'est le moment de le faire. Alors, on va demander au gouvernement d'avoir un projet de loi plus cohérent et d'assujettir ces personnes. L'autre enjeu qui est important, et là, l'argumentaire n'est pas très clair de la part du gouvernement, la liberté de conscience pour les enfants et adolescents du primaire et du secondaire dans le réseau public, pas dans le réseau privé. Pourquoi? Est-ce que ça serait moins important dans le réseau privé? Est-ce qu'en payant pour une école privée, on s'achète un droit d'avoir des enseignants qui portent les signes religieux? C'est ce que ça veut dire. On pourra avoir un débat sur l'école privée éventuellement. L'école semi-privée, en fait. Parce qu'au Québec, c'est 500 millions des fonds publics québécois qui s'en vont dans les écoles privées. C'est de 60 à 70 % de financement public pour les élèves du secteur privé.
Donc, c'est des écoles semi-privées. Vous savez, en Ontario, comment on finance les écoles privées? Bien, aucunement, c'est zéro. Puis au Nouveau-Brunswick, c'est la même chose. Mais le gouvernement a choisi de protéger cette clientèle qu'il apprécie, celle des écoles privées. Il les a assurés qu'ils ne seraient pas touchés par cette loi, parce que si ce n'était pas le cas, ils seraient dans la loi. Le gouvernement nous dit, vous savez, des élèves et leurs parents souhaitent qu'ils fréquentent ces écoles parce qu'il y a un enseignement religieux. Ah oui, vraiment, en 2019? C'est ça la principale raison pour aller à Brébeuf, pour aller aux Eudis de Rosemont, pour aller à Saint-Charles-Garnier près d'ici? Je ne crois pas. Alors, le gouvernement devra expliquer sérieusement pourquoi le secteur privé ne serait pas assujetti, pourquoi on protège un réseau. Le ministre a accordé beaucoup d'égards, avec raison, à Gérard Bouchard lorsqu'il est venu. Ils ont échangé un certain nombre de civilités. Mais dans le propos de Gérard Bouchard, lui-même ne comprend pas pourquoi les écoles privées ne seraient pas assujetties. Et savez quoi? Nous non plus. Alors, ça m'apparaît être une question qui est importante. Un autre enjeu dans ce printemps de la laïcité qui nous importe, parce que ce n'est pas unidimensionnel. Il n'y a pas seulement ce qui se passe dans le projet de loi. Il y a toute la représentation de la laïcité, notamment à travers l'école, à travers le cours d'éthique et culture religieuse. On a manifesté, lors d'une question en chambre, la volonté de modifier toute la partie enseignement religieux qui offre une représentation stéréotypée des religieux. Et c'est partagé par beaucoup de monde. Et le gouvernement, par l'entremise du ministre de l'Éducation, nous a dit que ça allait être modifié. J'émets un souhait, M. le Président, c'est que cette intention et cet échéancier soient précisés avant l'adoption du projet de loi. On en fait une condition importante. Donc, service de garde, CPE, école privée, éthique et culture religieuse, c'est les 3 demandes qu'on fait. On ne va pas plus loin, on est plus cohérent. Quand le gouvernement dit que c'est un projet de loi modéré, j'aimerais mieux qu'il dise que c'est un projet de loi cohérent. Il me semble que ça a plus de sens. Et c'est ça l'idée d'adopter la meilleure loi possible. J'ajouterais que, bien sûr, le ministre l'a évoqué, il y a une volonté populaire qu'on pose les premiers jalons à travers une loi sur cette question. Il dit qu'on passe à autre chose. Effectivement, il y aura autre chose. On a quelques idées sur les thèmes qui devraient animer ce gouvernement qui se veut rassembleur, les jours impairs nationalistes. On aimerait, à certains égards, que cette cohérence-là soit toujours présente, qu'elle apparaisse clairement. Nous étions heureux, par exemple, que, et ça a fait l'objet de débats, que le crucifix qui symbolise l'alliance entre le politique et le religieux sous Maurice Duplessis et qui est en haut du trône de la présidence, soit enlevé. Mais la manière que ça a été fait, ça indiquait adopter le projet de loi, puis on va l'enlever après. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Je pense que c'est en soi un geste important, un geste fort, mais il ne doit pas être conditionnel. Je pense qu'on aurait été capable de faire cette décision-là nous-mêmes sans le conditionner à l'adoption du projet de loi. C'est souvent dans la forme. Hein? C'est souvent là qu'on voit l'intention du législateur. Également, dans le cadre de ce projet de loi-là, pour vérifier s'il est applicable, quelles sont les sanctions? C'est quoi la définition d'un signe religieux? Surtout d'un signe religieux invisible, M. le Président. Vaste débat. On n'en sait pas beaucoup plus là-dessus. Donc, depuis la crise des accommodements raisonnables, depuis le rapport Bouchard-Taylor, depuis la présentation du projet de loi 60, depuis l'adoption du projet de loi 62 sur les services à visage découvert, un projet de loi qui ne serait même plus unanime aujourd'hui, M. le Président. Les temps changent. Oui, il est permis de changer de position. Mais s'il y avait une motion aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour réitérer les principes du projet de loi 62, ça ne serait pas unanime. Alors, du côté du Parti québécois, on est constant, on est cohérent, on y croit. C'est une valeur importante, la laïcité. Ce n'est pas un enjeu identitaire, c'est un enjeu fondamental qu'un peuple, qu'une nation décide de placer dans une loi pour que ça soit connu de tous et que ça régularise certains de nos rapports de société. En terminant,
Pour notre part, nos intentions sont connues. Nous avons voté en faveur du principe. Maintenant, le vrai travail commence, celui de mesurer le degré d'ouverture du gouvernement. Est-ce qu'il va s'en tenir aux consignes qu'on lui a données ou est-ce qu'il va procéder à des amendements? Je maintiens ce que je viens de dire. Je suis assez convaincu que le ministre sait déjà jusqu'où il peut aller. Bien, on va lui rappeler qu'il est ministre d'une certaine autonomie. Et ça se valide. Et je vais aussi vouloir entendre le ministre, entendre le gouvernement sur comment il va s'assurer qu'une loi votée par les parlementaires de l'Assemblée nationale puisse être respectée et non contestée par des opposants qui sont trop heureux de dire « Faites ce que vous voulez, l'Assemblée nationale, il y a des cours, on finira bien par invalider votre loi. » Et je serais très déçu si des parlementaires de l'Assemblée nationale encourageaient ce genre d'initiative. L'Assemblée nationale, c'est tout ce qui nous reste, M. le Président. C'est le Parlement national des Québécois et des Québécoises. Et on réalise chaque jour, au plan législatif, que finalement, on gère seulement la moitié de notre destin. L'autre moitié, c'est Ottawa, puis en plus, on peut rajouter les cours de justice. Alors, pour les juridictions qu'on accepte d'avoir, pas nous, mais une majorité de parlementaires acceptent d'avoir, bien, j'espère qu'on trouvera des façons de respecter nos lois. Et au bout du compte, au bout de cet exercice, qui sait si certains parlementaires qui suivent nos travaux n'en tireront pas des conclusions politiques sur le fait qu'on peut bien avoir tous les projets qu'on veut, les faire adopter, mais ultimement, si on était un peuple normal, M. le Président, on n'aurait pas besoin de craindre l'invalidation de nos projets de loi, craindre un autre Parlement national. On n'aurait qu'à avoir confiance en nous et prendre les bonnes décisions pour notre nation. Merci, M. le Président.